Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. David Schwartz, le patron de Via ID. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On repart les amis, alors on repart avec... alors c'est une histoire que j'adore. Bonjour David Schwartz. Bonjour Stéphane. C'est une histoire que j'adore depuis un long moment. C'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais. mais oui, parce que... Alors c'est pour ça, je vais prendre un peu de temps pour raconter le truc, pardon David, mais... Aucun problème. Donc on va parler d'un... Alors pour le coup, d'un fonds d'investissement, d'une société d'investissement. Hein, un peu plus que ça, mais on fait de l'investissement. Comment est-ce que vous vous définissez? On est un accélérateur créateur de business et un investisseur. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pourriez être totalement indépendant, qui s'appelle Via ID, mais c'est un fonds d'investissement, un investisseur, un accélérateur qui a été créé en 2010, c'est ça, hein, je crois que c'est 2010. 10 ans, on a soufflé notre 10e bougie. Alors, je vais citer les deux marques commerciales que tout le monde connaît, qui sont Noroto et Midas. C'est ça. Parce que je trouve bien, Noroto et Midas, vous le savez tout, pas besoin d'être dans l'automobile, ils réparent les voitures. Bon bah voilà, c'est important. Un des leaders européens d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Le leader européen. Le leader européen de la réparation automobile. Et depuis 15 ans, les gars, en fait, depuis 20 ans, non, depuis 10 ans, les gars, en fait, réfléchissent en permanence sur, est-ce que je peux le résumer comme ça, on doit se préparer à réparer quoi demain? Finalement, c'est ça C'est un des sujets, c'est effectivement l'anticipation de ce qui va changer. Donc la voiture de demain ou les modes de transport de demain. Et puis il y a un sujet qui est la mobilité de demain. Est-ce qu'on continuera à utiliser les voitures? Voilà, c'est ça. Non, mais je trouve vous avez vu avec quelle violence, ça reste sidérant ce qui s'est passé autour du diesel. Quoi, en 2 ans, moi je me souviens très bien, je discute avec Carlos Ghosn, ça doit être 2017 ou 2018, je lui dis mais c'est la fin du diesel, il me dit non quand même pas, c'est trop important. Et boum. En 1 an et demi c'était fini. Avec une violence de dingue et l'ensemble de ceux qui n'avaient pas anticipé. Mais en plus c'est ça le sujet, c'est que vous ne pouvez pas anticiper de tels mouvements de violence. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc effectivement, les usages, la technologie, et puis on n'est pas seul au monde. Mais non, mais ça veut dire qu'il faut faire, c'est le modèle. Ça veut dire qu'il faut, sans même savoir à quoi ça va servir et à quelle échéance ça va servir, comprendre comment la mobilité évolue, et comprendre comment votre métier, votre cœur de métier est capable d'être challengé. Et chercher, tester en permanence. Ça, en permanence. C'est notre job. C'est ça. Même si, donc vous avez, je plaisantais, vous avez l'anti-sèche. J'ai ma petite plaquette et mon anti-sèche. Non, mais attendez, mais c'est marrant. Je suis arrivé il y a 6 mois. Donnez-la-moi. Je suis arrivé il y a 6 mois, donc je connais pas encore tout par cœur. Je sais pas si on peut le voir. Mais non, mais c'est. Et on a plus de 20 boîtes dans le portefeuille. Mais c'est ça. Donc il y en a que je connais très bien, mais il y en a d'autres que je découvre encore. Au bout de 6 mois, je les connais pas encore toutes par cœur. Avec certaines d'entre elles qui sont très importantes. Il y en a qui sont connues. Hitch est connu. On est en Indonésie chez Gojek qui est connu en Asie. Hitch, faut dire un mot parce que c'est connu quand on est à Paris, en Île-de-France. Oui, dans les grandes villes de province aussi. Ah, ça y est, ils sont développés dans les. Donc c'est un concurrent d'Uber, voilà, on va le dire comme ça. C'est Uber mais différent. C'est différent parce que c'est un cible plus jeune. On peut payer en cash, c'est un peu plus flexible. Et c'est beaucoup autour de à la fois les jeunes, les banlieues, ils sont très bons dans les banlieues, et puis tous ceux qui sortent. Alors en ce moment avec le Covid on sort moins. Parce qu'historiquement ça a été ça, Hitch, hein, ça a été ramener en banlieue les jeunes gars les week-ends. Voilà, exactement. Ou qui sortent le soir, ou après le resto, après le bar, etc. Ouais, c'est ça. Et aucun taxi voulait y aller. Les taxis y allaient peu ou c'était mal couvert. Tiens, question là-dessus. Uber, ils sont en train de pivoter. Hein. Ils sont en train... C'est la vie des startups et des grands groupes que de se remettre en question. Vers la livraison de repas. Entre autres. Mais alors là, on sort du scope de Via ID si on s'intéresse à la livraison de repas. Non, parce que la mobilité, c'est de transporter des personnes ou des produits. Et puis parfois, éviter que les gens se déplacent en faisant venir le produit chez eux. Donc on reste dans de la mobilité. La question, c'est effectivement... comment on fait bouger les gens et les produits. Et donc le sujet de la mobilité, il est large. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, c'est un besoin essentiel. Là, on va dire 2-3 mots du Covid, parce qu'on ne peut pas parler du Covid avec ce qui s'est passé depuis 1 an, presque 10 mois, presque 1 an déjà. Avec le Covid, on constate que la mobilité, c'est essentiel. Ça paraît évident maintenant quand on le dit, mais quand on demande qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, on va dire se nourrir, se soigner, travailler, parce qu'il faut gagner sa vie, puis c'est aussi un facteur social. Mais en fait, pour se nourrir, pour se soigner, pour travailler, il faut pouvoir se déplacer. Ouais. C'est aussi essentiel que les autres besoins essentiels. Ouais. Moi, j'ai découvert ça, parce que j'étais dans d'autres secteurs auparavant, mais j'ai découvert ça en arrivant. Alors, je l'ai raconté 2-3 fois, pendant qu'on était tous confinés là, au printemps. J'ai fait, comment ça s'appelle? C'est une uchronie, c'est ça, hein, une utopie où ça se passe mal. Ouais. Et donc, c'était en fait, on était nous, une nouvelle race d'humains, on avait évolué, on bougeait plus.
Et les seuls qui bougeaient et qui nous apportaient des choses, c'était les livreurs sur des scooters. Bah ça, tu vois, et tu avais tout à coup une évolution ouais. humaine avec si tu avais des jambes, tu allais pouvoir être en mobilité. Mais c'est ça, parce qu'ils ils sont indispensables. Et puis avec le rayon d'1 kilomètre, on l'a vu. C'est presque le produit. Ouais, absolument. Absolument. Bon, mais ça nous éloigne un peu de notre discussion. Juste, donc, ça veut dire, par exemple, vous pouvez regarder avec Hitch, tiens, et si nous aussi, on allait pivoter du côté de la livraison de repas? Alors, c'est pas dans notre scope immédiat. On préfère rester dans le transport du quotidien et dans le transport des personnes. Mais transporter des repas, c'est un besoin du quotidien. Ouais. Et si ça vient se substituer au fait que les gens se déplacent, ça peut devenir un vrai métier et ça peut devenir un secteur d'activité qu'on regardera. Je regarde le dernier investissement. Je crois, c'est Cyclofix. L'année dernière, on en fait un peu tous les jours, des petits, des gros investissements. Alors, on est très discret. Mais le dernier investissement significatif, c'est Cyclofix. C'est Cyclofix. Avec Decathlon, on a fait une série A ensemble pour lancer Cyclofix à grande échelle. Donc ça, c'est réparateur de vélo. Réparation de vélo. Réparation de vélo, c'est avoir des points de réparation et c'est faire venir des réparateurs là où on se trouve, y compris sur le lieu de travail. Ouais. Et donc ça veut dire, alors vas-y, le boulot de vieille idée là-dessus, c'est donc à chaque fois, attention, ça aussi je l'ai pas précisé, c'est à chaque fois vous avez d'énormes ambitions. Alors, quand on met un ticket quelque part, c'est écrit sur votre site internet, toujours des leaders internationaux. Alors on veut des leaders et si possible internationaux. Après on est lucide et on est pragmatique. Toutes les startups ne deviendront pas des leaders internationaux. Et puis dans un écosystème, il faut des petites boîtes qui peuvent être ultra performantes sur ce qu'elles font, sans devenir des géants. Il faut des boîtes de taille moyenne, parce que le marché va être équilibré entre divers acteurs. Et il faut aussi des leaders, parce qu'ils vont pouvoir avoir des effets de volume, ou ils vont devoir avoir des effets de volume, des effets de plateforme, ou des effets de technologie. Alors nous, on recherche plutôt cela. Mais après, on est réaliste, on est aussi humble, et puis on est dans une boîte, une maison mère, qui est une boîte du Nord, qui a construit des géants comme Noroto, mais qui a aussi d'autres branches d'activité moins grandes, mais tout aussi intéressantes. Donc on cherche les grandes boîtes, mais on fait aussi des boîtes de taille moyenne et des plus petites. Donc Cyclofix, si ça peut être un géant international de la réparation de vélos, on sera tous très fiers. En plus, il sera français. Et le vélo, c'est un très beau métier. Mais si c'est un champion national, ce sera très bien aussi. Et c'est quoi le modèle Cyclofix? C'est un modèle c'est plutôt mano-mano, je fédère Alors, on peut le comparer déjà effectivement à des plateformes et des marketplaces. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir un réseau de réparateurs. Auto-entrepreneurs. Voilà, pas forcément, parce que ça peut être aussi des boîtes du coin qui se mettent sur une plateforme. D'accord. Voilà. Et puis, il peut y avoir effectivement des gens qui se lancent et qui montent leur point de réparation ou qui sont mobiles, parce que l'idée, c'est d'aller au plus près du client. J'ai un problème avec mon vélo, je veux pouvoir le réparer. Soit je me déplace, soit le réparateur se déplace. Et donc la marketplace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fournit du matériel, du savoir-faire, elle norme un peu les interventions. Alors, elle va permettre de commander son intervention, ou de trouver un réparateur, de choisir éventuellement un jour, un horaire. Si on est dans l'urgence, c'est tout de suite. Si on n'est pas dans l'urgence, ça peut être demain ou dans une semaine. Et puis il y a des tarifs. Donc ça va être un peu le site internet et la plateforme de la réparation de son vélo. Et j'ai lu que le sujet avec les vélos, c'est qu'en fait, il va très vite y avoir pas assez de réparateurs. Donc est-ce que vous poussez la réflexion? Voilà, vous poussez la réflexion nous, notre job, c'est d'accompagner, créer, accélérer le business. Donc on va donner des conseils, on va peut-être chercher sur le marché à fédérer aussi différents types de business. Après, Cyclofix, on a des entrepreneurs à la tête de la boîte. Ils sont en train eux-mêmes de pousser les gens à se lancer. Ils vont travailler sur des plans de formation. Et en plus, il y a quand même un écosystème de gens qui vendent ou réparent des vélos dans ce pays. Donc, c'est eux qui vont aussi bouger. C'est eux qui, du métier traditionnel, vont peut-être passer au métier de demain. L'automobile elle-même. L'automobile, c'est intéressant. C'est quoi vos réflexions autour de l'automobile? Alors, l'automobile, il s'est passé un truc de dingue en 2020. On a beaucoup parlé du vélo électrique. Là, en ce moment, on en reparle de nouveau de ce qui se passe sur la voiture. 2020, c'est l'année du vélo électrique. Vraiment, l'accélération. Bon, et puis à Paris, on l'a vu, mais dans les villes de province aussi. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est sidérant. Alors, attends, juste parce que je reviens à la voiture. Non, mais on va clôturer parce que c'est un truc, j'ai découvert ça. Regarde, comment ça s'appelle? T-Bike. Ouais, T-Bike. Donc, le gars, il fait une roue. Ouais. Universelle, tu la mets sur ton vélo, ça devient un vélo électrique. Exactement. C'est vrai. Alors, non, mais c'est un truc de dingue. C'est un peu le concours Lépine, mais c'est un ingénieur créatif. Il a trouvé le moyen de faire une roue. Alors, il y a plusieurs technologies pour le vélo électrique, mais effectivement, la roue peut être autopropulsée par un moteur qui est à l'avant dans la roue. Et il suffit d'avoir une app, ce moteur qui est dans la roue, on change la roue, on met une roue électrique à la place de sa roue traditionnelle, et on a un vélo électrique. Alors, c'est pas aussi performant que le dernier cri du vélo électrique, mais c'est super performant, c'est pas cher, et surtout, ça permet de remettre au goût du jour des vélos traditionnels. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça il faut l'essayer, c'est bien. Super intelligent, parce qu'il va y avoir un sujet.
vous avez Et il a un brevet. Donc, et puis vous n'avez pas toujours envie finalement d'avoir un vélo électrique. Et le vélo qui tout à coup va être hybride. C'est une possibilité d'avoir effectivement 2 vélos en un. C'est aussi une solution. C'est assez dingue. Revenons sur la voiture. Dans la voiture. Ce qui s'est passé en 2020, c'est une accélération fulgurante sur le véhicule électrique. Tout le monde l'attendait. On en parlait. Après, il y avait des débats, hybride rechargeable, le full électrique. Là, il s'est passé un truc, c'est que le full électrique décolle. Les ventes ont fait x2 à x3 dans la plupart des pays européens. L'Europe est repassée devant la Chine. Il y a eu j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est 1,3 million, 1,4 million de véhicules électriques vendus en Europe, plus que la Chine, alors que la Chine était en train de prendre de l'avance. Donc l'Europe repasse devant. Moi, j'ai bon espoir que l'Europe et la France soient les leaders du véhicule électrique demain. Le véhicule le plus vendu en Europe, en France et en Allemagne, c'est un véhicule de Renault. Je vais faire de la pub pour Renault 2 secondes. Zoé. Mais la Zoé. Mais Peugeot est pas loin derrière. Alors, et puis j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour toutes ces marques européennes. Ils ont tous de très bons véhicules électriques. Toi, tu fais de la pub pour Renault et moi, c'est une de mes marottes. Je rends hommage à Carlos Ghosn. Parce qu'on n'a plus le droit. Donc moi, je rends hommage à Carlos Ghosn. Je reste très neutre sur ces sujets-là. Reste neutre. Moi, je suis pas neutre. Moi, 2008, il raconte ça, Carlos Ghosn. 2008. Il a été visionnaire chez Renault. Il a été visionnaire. Renault n'en voulait pas. Renault. Il y a toujours des ingénieurs passionnés et intelligents dans toutes les boîtes. Je suis moi-même ingénieur, donc je vais rendre hommage aux ingénieurs. Alors toi, t'as oublié, mais moi, ça me passionnait. Il veut ruiner Renault avec cette histoire de voiture électrique parce qu'il aime que Nissan. Enfin bref, je referme la parenthèse. Voilà. Mais le truc qui me passionne et ce qui va nous amener sur ta stratégie, c'est que il raconte tout en 2008. Il dit aussi, et ça a été ça une erreur stratégique, il n'y a pas de marché pour l'hybride. Parce qu'il dit ça va être trop cher, hybride rechargeable, c'est pas possible, c'est 2 moteurs, etc. Oui, il avait des convictions et des intuitions qui s'avèrent justes. Qui s'avèrent justes, mais... On ne sait jamais vraiment à l'avance, mais c'était juste, mais 12 ans après. Et donc, quand tu as raison... c'est pas un homme seul, j'ai quand même... Non, on est d'accord, mais quand tu as raison 12 ans après, en fait, quelque part, tu as eu tort. C'est ça, non mais c'est vrai, c'est ça qui est passionnant, vous, dans les choix que vous devez faire. Et après, il faut accepter de se tromper. On fait beaucoup de choix. Comment est-ce que tu regardes, par exemple, donc, ok, explosion du véhicule électrique. Bon, mais si ça se trouve, la courbe, elle retombe dans 2 ans. Peut-être. Mais à un moment donné, c'est un mélange de conviction, d'observation. Après, il y a le contexte quand même. Il y a des contextes où c'est plus facile de prendre des risques et d'avoir des intuitions sur lesquelles on est un peu sûr, mais on n'est jamais sûr. Là, on se dit quand même qu'entre le changement climatique, il faut sortir du thermique. Ensuite, on voit aussi qu'on va aller peut-être sur des véhicules un peu différents, notamment dans le monde urbain. Dans les villes moyennes ou la campagne, c'est peut-être un peu différent. Mais peut-être avoir des véhicules plus petits, des véhicules partagés, des véhicules en libre service. Et là, le véhicule électrique, ça coche un peu toutes les cases. Il y a 12 ans, c'était compliqué de le dire et de le savoir. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins compliqué de le voir et de l'anticiper. Et alors, comment est-ce que via idée, enfin, où est-ce que j'investis là-dedans? Parce qu'il y a des tas de portes d'entrée pour les véhicules électriques. Alors, 2 choses. Notre métier chez Mobivia, qui est notre maison mère, et via idée est là pour nourrir la stratégie de Mobivia, c'est d'amener des solutions aux gens. Pour faire simple, on est dans la mobilité du quotidien, on est dans la mobilité durable, ça fait partie de l'ADN de la boîte. C'est une ardente obligation maintenant que d'être écolo, propre, bas carbone. Donc nous, ce qu'on regarde dans le véhicule électrique, c'est comment les cartes vont se redistribuer. Notre métier à nous, c'est plutôt d'apporter des services et d'accompagner une fois qu'on a acheté la voiture. Bon, une fois qu'on a acheté une voiture électrique, il va y avoir plein de choses à faire. Déjà, la deuxième chose qu'on achète après un véhicule électrique, c'est une borne de recharge à domicile ou au travail. Où il va y avoir. Et donc vous pourriez investir là-dedans, par exemple? On pourrait investir dans ces secteurs-là. Alors après, nous, on ne fait pas que de l'investissement. On peut aussi faire des partenariats stratégiques. Mais oui, on va le regarder. C'est hyper capitalistique quand même, hein, les bornes de recharge. C'est un truc. Il y a le réseau, mais il y a l'exploitation du réseau. Nous, on sera peut-être davantage sur l'exploitation du réseau. Après, il y a des très grosses bornes qui coûtent très cher, mais il y a des bornes plus petites qu'on met aussi. Ensuite, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, qui seront peut-être plus appropriées à l'usage du quotidien ou à des PME plutôt qu'à des grandes collectivités ou des grandes entreprises. Les grandes collectivités et les grandes entreprises, c'est un métier. Les particuliers et les PME, c'est un autre métier. Bon, nous, on ira peut-être plutôt sur celui-là. Mais je ne préjuge de rien. Notre métier à nous, c'est d'anticiper, de prendre des risques, puis à un moment donné, d'investir. Après, on n'ira peut-être pas tout seul. Ce qui est intéressant dans le business moderne, c'est qu'on fait de moins en moins les choses tout seul. C'est passionnant. Et en regardant et en étant sans arrêt branché avec ce qu'il y a de plus moderne, de plus innovant, de plus imaginatif, de plus fou. Enfin, j'imagine que vous devez recevoir des dossiers complètement dingues. On a des dossiers fous. Alors, on est humble, on essaie d'être réaliste. Donc de temps en temps, les dossiers fous, on essaie d'être prudent. Oui, mais au moins tu les regardes. Mais une fois de temps, alors on les regarde. On les regarde. On les regarde. Ça, c'est systématique. Et une fois de temps en temps, on y va. Justement, ça a été un truc, ça, à la sortie du premier confinement. C'est le patron de Peugeot qui est venu là. Jean-Philippe Imparato, disant l'autopartage, l'autopartage. Tout à coup, on est bien content d'être tout seul dans sa voiture, d'être en sécurité, et donc c'est un changement d'environnement. Oui ou non?
Vous avez, alors avec Drivey, oui, alors c'est plus Drivey d'ailleurs maintenant, c'est Getaround qui a, il y a eu un acteur mondial qui a repris le Drivey en France. C'est vrai que sur l'autopartage, quand il y a une crise sanitaire et le Covid, c'est plus compliqué. Bon, d'abord, on espère tous en sortir. Donc, et nous, on le constate, hein, entre le premier et le deuxième confinement, tous ces business qui sont fortement impactés par la crise sanitaire, ils sont repartis entre les deux confinements. Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis assez sûr que ça va repartir après, parce que on a besoin de bouger, je l'ai déjà dit, c'est essentiel de devoir se déplacer sur des courts ou des longs trajets. Ensuite, pas que les jeunes, on a tous envie de voyager ou de se déplacer autrement, et pas nécessairement posséder une voiture, pas nécessairement avoir à se poser la question de faut l'entretenir, et quand est-ce que je la change, et ceci, cela. On va peut-être vers de la location d'une part, et on va peut-être beaucoup plus vers du partage. Après, pas tout le monde. C'est là que le monde se complexifie, c'est une réalité. Mais en fait, tu crois qu'il n'y aura pas une solution unique pour tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est une partie de la population. C'est une lame de fond. Le partage, c'est une lame de fond. La location ou d'avoir des solutions de je le veux pendant 1 heure, je le veux pendant 1 jour, je veux un véhicule pour 1 mois, et pas avoir un véhicule plus un parking, plus m'occuper de mon véhicule 365 jours par an. Il y a une partie de la population pour laquelle ce sera encore un besoin ou une envie. Et il y a une partie de la population, ce sera ni un besoin ni une envie. Donc il faudra d'autres solutions. Tu as prononcé le mot de location. Alors eux, pour le coup, ils prennent des coups. Oui, parce qu'ils étaient notamment dépendants du tourisme, etc. Exactement. Et puis ce sont un modèle qui est assez ancien, qui va changer. Quand on va dans une agence de location traditionnelle, nous on regarde les nouveaux acteurs de location, parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Et ils ont fait le même raisonnement que toutes ces startups sur beaucoup de ces métiers. Ils se sont dit, qu'est-ce qui je vais être vulgaire, qu'est-ce qui est chiant dans la location d'une voiture? Alors, on regarde les irritants. Voilà. Quand on parle correctement, on dit les irritants. Moi, j'étais dans la distribution, je suis un ingénieur, de temps en temps, je parle mal. Donc, c'est d'aller chercher la voiture. Voilà, c'est d'aller chercher la voiture, c'est de faire la queue, c'est la clé, c'est payer, etc. Et là, il y a des petits gars, ou des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont arriver, ou moins jeunes d'ailleurs, avec, tout est dans une app, c'est prépayé, la voiture, elle s'ouvre avec le téléphone, elle se déverrouille avec le téléphone, on démarre en appuyant sur un bouton et on la redépose et on repart. Ouais. Ça change la vie. Ouais. Donc si les acteurs traditionnels se mettent pas... Alors il y aura de la place pour plusieurs acteurs, il restera des acteurs traditionnels, mais ils peuvent se faire doubler, ils peuvent se faire ringardiser, disrupter, comme on dit, par ces nouveaux acteurs. Et ça va se produire. Et alors les autres moyens de locomotion, les trottinettes, les roues... Alors c'est intéressant les trottinettes. Moi j'ai découvert, je ne le savais pas, de temps en temps je regarde les chiffres, je me refais pas. Il s'est vendu l'année dernière plus de trottinettes électriques que de vélos électriques en France. En fait, la trottinette électrique, c'est fabuleux parce que dans certains usages, c'est le meilleur compromis. Si on doit faire transport en commun et un petit bout de trajet avant ou après, la trottinette électrique qui se plie, qu'on prend sur l'épaule, c'est génial. Le vélo qu'on plie, c'est demi-génial. Le vélo qu'on plie pas, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que dans 10 ans, on aura des transports en commun adaptés au fait de mettre des vélos devant, derrière, etc. Mais pour l'instant, la trottinette, c'est vachement pratique. Et la trottinette électrique, pour faire 2, 3, quelques kilomètres, c'est parfait. Donc c'est un marché en plein boom. Et donc là, comment est-ce que tu regardes ça? Non, il faut qu'il y ait une opportunité, à un moment, un truc qui passe. On regarde pas tout. Il y a déjà de très gros acteurs sur le sujet. Il y a des gros acteurs sur le libre-service, la trottinette au coin de la rue. Ouais. Et puis il y a des marques et des distributeurs sur la trottinette de tous les jours. Donc nous, on n'est pas particulièrement positionnés sur la trottinette. Mais la technologie bouge, les acteurs bougent. Peut-être qu'on ira. Peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que c'est dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans. On est très fort sur le vélo électrique, mais 40 secondes. Mais on regarde la trottinette. C'est une révolution permanente. Hein. C'est un changement permanent. Alors c'est dur, hein, c'est dur même pour nous qui sommes dedans, c'est dur, c'est que ça change tout le temps, donc il faut être très agile et très flexible dans sa tête. Non, parce que derrière, c'est quand même des objets à fabriquer. On peut muter sur le service, pivoter très facilement, etc. Là, il y a quand même des choix à faire et des objets à fabriquer. À un moment donné, on est dans le dur. Il y a des objets, il y a des infrastructures, il y a de la responsabilité, il y a du risque, donc il faut aussi prendre en compte. Mais là, la maison mère a cette culture du terrain et du concret, et nous, on a un bon mélange d'ingénieurs, de marketeurs, d'investisseurs, donc on regarde aussi ces aspects de concret de tous les jours. David Schwartz, donc, était avec nous, le CEO de Via. Merci David. David Schwartz, donc, le patron de Via ID, le fonds d'investissement dans la mobilité moderne de Norauto et de Midas. Sur Sud Radio, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.